Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, la loi spéciale présentée ce matin en Conseil des ministres, c'est la deuxième du genre. Depuis 1979, elle permet aux députés d'assurer en urgence la continuité de l'État, faute de budget, mais elle a aussi des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. On en débat dans un instant avec mes invités. Notre invité franc-parler ce soir est député socialiste. C'est lui qui, dès l'été, a eu cette idée d'un accord de non-censure qui fait son chemin à droite comme à gauche. Grand entretien avec Philippe Brun tout à l'heure. Enfin, la question qui fâche ce soir, et si Marine Le Pen était la grande gagnante de la censure? Un sondage la place très largement en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Tir croisé avec nos chroniqueurs dans la dernière partie de Ça vous regarde. Voilà, vous savez tout, installez-vous. Ça commence tout de suite. C'est un texte technique et non politique. Il n'a été utilisé qu'une seule fois sous la Ve République. Nom de code, la loi spéciale prévue par la Constitution, faute de budget, promulguée avant la fin de l'année. Elle arrive dès demain en commission à l'Assemblée et dans l'hémicycle ce lundi. Et elle soulève beaucoup de questions très concrètes pour le portefeuille des Français. On en parle ce soir avec 3 députés. Daniel Labaronne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. 2 députés, pardonnez-moi. Vous êtes député d'Indre-et-Loire, Ensemble pour la République, le parti présidentiel. Aurélien Lecoq, 2e député, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise du Nord, bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Bienvenue, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Enfin, bonsoir Marc Vigneault. Bonsoir Myriam. Ravi de vous retrouver, journaliste économique à l'Opinion, votre journal qui titrait dès septembre dernier, j'ai vérifié, sur l'arme secrète de la loi spéciale face à la menace de la censure. Eh bien, nous y sommes. Alors de quoi parle-t-on précisément? Le récap de Bruno Donnet, pour commencer. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Anatomie d'une loi spéciale ce soir. Oui, le gouvernement ayant chuté sur l'autel du budget, il nous faut impérativement, avant le 31 décembre prochain, une loi de finances spéciale. Et c'est donc le ministre démissionnaire des comptes publics en personne qui est venu nous expliquer pourquoi ce matin. Il s'agit d'assurer à titre transitoire et exceptionnel la continuité de la vie de la nation, le fonctionnement régulier des services publics et le respect de nos engagements, notamment financiers. Voilà, alors traduit en français courant, ça veut tout simplement dire qu'il nous faut une loi pour permettre à l'État, 1, de continuer à percevoir les impôts et 2, de continuer à emprunter sur les marchés financiers pour financer son train de vie et celui de la sécurité sociale. Et c'est tout. Il n'y aura donc pas de nouveaux investissements ni de dépenses discrétionnaires qui pourront être adoptées à travers ce décret de service voté. Alors tant mieux, parce que en dépit de son tout petit périmètre, eh bien figurez-vous que cette loi spéciale va tout de même nous conduire à continuer de creuser notre déficit visiblement assez spécial lui aussi. Ce qui est sûr, c'est que sans le PLF et sans le PLFSS à date et avec cette loi spéciale, nous estimons que le déficit public sur la fin de l'année 2025 serait au moins supérieur à celui de l'année 2024, c'est-à-dire au-delà de 6%. Voilà, pas d'économie en vue donc, Myriam, avec cette loi aussi spéciale que minimaliste. Alors, la simplicité que vous décrivez très bien, Bruno, va-t-elle permettre un examen facile et rapide? Non, madame, parce qu'au nom d'un principe Shadok bien connu, c'est pas parce que ça a l'air simple qu'on peut pas faire un peu plus compliqué. Figurez-vous que le député insoumis Éric Coquerel a identifié une faille dans le dispositif. Cette loi spéciale prévoit que c'est les impôts existants qui sont utilisés pour l'année, pour passer l'année, en gros. D'accord ? Et moi, je considère qu'impôt existant, on doit aussi considérer le périmètre des contribuables touchés. En d'autres termes, celui qui est aussi un président de la commission des finances de l'Assemblée nationale souhaite que l'on indexe le barème de l'impôt sur celui de l'inflation. Si vous n'indexez pas les barèmes, vous ne touchez plus le même périmètre. Au nom de ça, j'essaye d'expliquer qu'on est dans la règle constitutionnelle. Donc je vais regarder pour essayer de faire passer cet amendement.
Bref, Éric Coquerel va donc déposer un amendement. Le Conseil d'État a déjà répondu qu'il ne serait pas recevable, mais il va le déposer quand même, peut-être au nom d'un autre proverbe Shadok Myriam. Il a été écrit en 1975, mais on le croirait tout droit créé pour décrire la situation politique actuelle. Plus ça rate, plus on a des chances que ça finisse par réussir. Merci beaucoup Bruno et vive les Shadok. Blague à part. Est-ce que vous la voterez, cette loi spéciale, pour assurer la continuité de l'État, pour payer les fonctionnaires, pour prélever les impôts? Aurélien Lecoq. Alors d'abord, nous n'allons pas nous y opposer, ça c'est certain. Mais le fait d'avoir cette loi spéciale, le fait d'entendre l'audition ce matin du ministre, montre bien une chose. Il n'y a pas le chaos qui était annoncé. On n'est pas dans la situation où plus rien n'est possible, où plus rien ne fonctionnerait, où des grenouilles devraient nous tomber sur la tête. Non. Alors on a encore quelques macronistes qui font effectivement le tour des plateaux, se transformant en vampires pour nous expliquer que ça va être la catastrophe. Non, la réalité, c'est qu'avec cette censure, et de fait, ce projet de loi spécial, les Françaises et les Français s'en sortent mieux que si nous n'avions pas fait opposition à ce budget d'austérité. On ne va pas refaire le match du budget et de la censure. Simplement, vous êtes d'accord que si vous ne la votez pas, et s'il y avait un problème sur cette loi spéciale, là, il y a vraiment un problème. C'est le fameux shutdown. Si au 31 décembre, l'État n'a pas cette loi spéciale, il est en panne. Donc vous ne vous opposerez pas à ça. On est bien d'accord? Non, mais qu'on soit très clair pour tout le monde. La loi spéciale va être adoptée, les impôts vont être perçus, et c'est bien ce que je vous dis, il n'y a pas de catastrophe. Le fait d'avoir voté la censure, que le budget soit tombé, c'est plutôt un grand soulagement pour tout le monde. Par contre, je veux le dire aussi, avant que M. Labaronne vienne faire la liste de toutes les horreurs qu'il peut imaginer, il y aura un projet de loi de financement dès le début de l'année prochaine. Et il aurait pu déjà... Un budget discuté à partir de janvier. Il y aura un budget en début d'année prochaine et nous aurions déjà pu avoir aujourd'hui un budget. Alors on va en parler de tout ça. Encore faut-il réussir pour l'année prochaine, ce que vous n'avez pas réussi à faire avant. Mais on y vient. Déjà, pour bien comprendre, parce que c'est important, le 31 décembre, il faut que cette loi spéciale soit adoptée. Vous faciliterez les choses, vous la voterez et vite, Daniel Labaronne? Oui, bien sûr. Moi, je la voterai parce que c'est absolument nécessaire pour lever l'impôt et pour respecter nos engagements financiers, c'est-à-dire lever de la dette pour permettre de financer la dette de l'État et la dette du budget de la sécurité sociale. Allez dire aux agriculteurs, allez dire aux promoteurs immobiliers, à ceux qui veulent se loger, allez dire aux retraités que c'est merveilleux, qu'il n'y ait pas de loi de finances. On va y venir dans un instant, aux gagnants et aux perdants. Allez leur dire ça sur le terrain. Je vous invite à le faire. Moi, j'y suis régulièrement et je leur explique. Et ils ont très très bien compris que s'agissant des subventions pour l'investissement des collectivités locales, eh bien, pour le moment, aucune visibilité. S'agissant des agriculteurs, aucune des mesures qui étaient envisagées dans la loi de finances. Ça tombe bien, on va en parler. On a prévu même un sujet sur les gagnants et les perdants. Vous étiez prévenus d'ailleurs, donc respectez juste mon petit calendrier de débat. Juste une toute petite question. Il faut que l'Assemblée et le Sénat le votent dans les mêmes termes. Ça peut aller très vite. Si ça se trouve, tout sera voté dans les mêmes termes d'ici la semaine prochaine. Le texte peut être promulgué jeudi ou vendredi. C'est ce que vous souhaitez? Oui. 19-20 décembre, on nous dit. Le texte de la loi fait 7 pages. Donc c'est très simple. Il y a quelques articles et je crois qu'il est de l'intérêt à la fois de notre pays, mais également de la représentation nationale, d'être en responsabilité par rapport à la nécessité absolue d'avoir cette loi de finances spéciale. Benjamin Morel, 3 articles, pas un de plus, pour organiser en urgence le fonctionnement financier de la France. C'est bien ça, fonctionnement provisoire, vous en parliez, Monsieur Lecoq, avant que la France se dote d'un budget, essaye, en tout cas à l'Assemblée, de le faire en début d'année. C'est ça, c'est le principe d'une loi spéciale. Une loi spéciale, ça vous permet de gagner du temps. C'est une affaire en fait de chronologie. On n'a pas de budget le 31 décembre, c'est un tantinet embêtant parce qu'en fait, il y a un principe fondamental dans notre droit qui est le consentement à l'impôt. On ne peut pas prélever mes impôts si, directement ou indirectement, par mes représentants, je n'y ai pas consenti. Et donc à partir de là, le 31 décembre, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit voté. La loi spéciale permet d'assurer qu'il y a un consentement à l'impôt et que de l'autre côté, on peut emprunter sur les marchés, ce qui nécessite également l'aval du Parlement. Une fois qu'on a fait ça, ensuite les dépenses, on peut les exécuter sur la base du budget de l'année précédente. Donc en soi, ce n'est pas fondamentalement dysfonctionnel si ça dure assez peu de temps. C'est ça, il faut aller vite.
Si jamais on a un budget qui est voté en janvier-février, entre guillemets, il n'y a pas de cataclysme. En revanche, ça met plus de temps, c'est un problème. L'article 45 qui prévoit la loi spéciale, il est assez clair, c'est temporaire, c'est un palliatif, c'est en attendant. Bien compris. Donc, reste que l'outil n'est pas parfait. Marc Vignaud, on entendait Éric Coquerel, il ne permet pas d'indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que ça va, oui ou non, avoir des conséquences très concrètes. Le gouvernement dit 380 000 ménages deviendraient imposables. Ceux-là vont payer des impôts l'an prochain qu'ils ne payaient pas jusqu'à présent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que ce n'est pas une conséquence immédiate. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de loi de finances qui vient corriger la loi spéciale, alors à ce moment-là, oui, le barème de l'impôt sur le revenu ne sera pas indexé. Et donc, à partir de septembre, quand on actualise le taux de prélèvement à la source de l'impôt, eh bien, ça sera sur la base des revenus 2024 avec le barème de 2024. Et à ce moment-là, les impôts augmenteront. Le scénario quand même le plus probable, c'est qu'il y ait un accord politique pour un budget. Après, sur quelle base? On est toujours face à l'équation politique à laquelle ont été confrontés les parlementaires jusqu'à présent, c'est-à-dire quelles concessions ils peuvent faire pour qu'un budget soit adopté. Moi, ce que je trouve assez savoureux quand même, c'est que donc il y a eu cette censure. Et en fait, tous les impôts qui devaient toucher les grandes entreprises et les plus aisés sont tombés. Et en fait, il y a un député socialiste que vous invitez juste après, Philippe Brun, qui est en commission ce matin, s'est dit « Ah ben moi, je trouve que ce n'est pas idéal de voter cette loi spéciale parce que si on négocie la loi de finances à partir de 2025, on ne pourra plus faire des impôts rétroactifs sur l'année 2024 sur les grandes entreprises et sur les très riches. » Parce que, donc, juste pour ceux qui nous regardent cette technique, ça veut dire qu'en gros, s'il y a des impôts, mettons sur les grands groupes ou sur les grandes fortunes, dans un budget en janvier-février, mettons qu'ils soient votés, comme ces impôts-là ne seront pas rétroactif, parce que la loi fiscale n'est pas rétroactive. Voilà, qu'est-ce qui se passe alors? Et donc, alors, c'est une jurisprudence très compliquée du Conseil constitutionnel, mais a priori, on ne pourra pas reprendre les impôts qu'avait prévus Michel Barnier, qui convenaient plutôt à la gauche, ceux-là, on ne pourra pas les voter, et donc il sera beaucoup plus difficile de réduire le déficit par les augmentations d'impôts sur les cibles que voulait viser la gauche. Et donc, quelque part, par un espèce de jusque-boutisme, de vouloir avoir absolument tout ce que les partis voulaient, chacun avait ses lignes rouges. Tout le monde est un peu perdant. Voilà, à la fin, tout le monde va être un peu perdant. Alors, on va y venir dans le détail. Mais restons quand même un instant sur l'impôt sur le revenu, l'indexation sur le barème, parce que c'est vrai que le taux d'imposition, il est calculé sur l'année précédente. Daniel Labaronne, l'impôt dû au titre des revenus de 2024 ne commencera à être acquitté pas avant septembre 2025. Est-ce que quand vous dites aux Français, attention, il y a 400 000 contribuables nouveaux dans l'impôt sur les revenus, où il y aura davantage de recettes fiscales, 17 millions de Français imposés au titre de l'impôt sur le revenu, est-ce que ce n'est pas tout simplement politique comme argument? Parce qu'avec ce système de décalage, on se rend compte que il y a le temps peut-être de pallier à ce problème. Mais non, mais c'est factuel. C'est factuel, c'est-à-dire que voilà une situation, à un instant T, nous avons enregistré de l'inflation, nous avions prévu d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait eu par exemple 3% d'augmentation de rémunération, 3% correspondant en gros à l'inflation, eh bien cette personne-là, si elle n'était pas imposable l'année dernière, elle ne l'était pas en 2025. Mais comme nous n'avons pas pu... Sauf si c'est corrigé nous n'avons 2025. Mais non, parce que... Marc Vignaud vient de nous l'expliquer. Mais non, mais parce que sur le plan fiscal, il n'y a pas de rétroactivité possible. C'est ça la difficulté. Mais comme on paye plus tard. Mais Quand sont calculés les impôts, monsieur Labaronne? Pardon? Quand est fait le calcul des impôts? Oui, mais vous avez un principe constitutionnel qui veut que... C'est le ministre du budget qui l'a dit tout à l'heure. Nous avons jusqu'à, je sais bien que ça vous embête, mais ce sont des mensonges, nous avons jusqu'à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire environ aux alentours d'avril, pour voter une loi pour faire en sorte que personne de non imposable devienne par ce fait imposable. Par ailleurs, nous avons une deuxième solution, l'impôt de 2024 doit être acquitté avant septembre 2025. Mais dans ces conditions, si ce que vous dites est vrai,
C'est ce que dit le ministre, votre ministre. Pourquoi Éric Coquerel Alors justement, voudrait c'était ma question. absolument déposer un Alors, c'est amendement vrai. dans En la fait, discussion de cette quand on creuse loi un peu, spéciale? c'est très C'est technique. contradictoire ce Mais que vous ça a dites. des effets Pas du concrets pour les contribuables. Certains ne payaient pas, certains ont 17 peur millions de Français vont payer plus d'impôts. Voilà, certains ont peur de payer plus, certains ont peur d'entrer dans l'impôt sur le revenu. Donc s'il y a des arguments politiques, après tout c'est de bonne guerre, mais il faut voir ce qui est concret derrière en conséquence. C'est vrai que vous venez de dire, pas besoin, on va trouver une solution en début d'année. Pourquoi Éric Coquerel ne renonce pas à ce qui doit être normalement inconstitutionnel? C'est ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est-à-dire amender la loi spéciale sur ce point précis. Oui, j'essaye de démonter les mensonges de la Macronie parce qu'ils s'accumulent jour après jour, mais vous avez Mais vous me remarqué répondez que... là. Hein, Oui, je vous réponds. Une fois qu'on en a évacué un, ils finissent par en réinventer un autre. Donc, Coquerel, amendement. la première chose, c'est ce que j'ai dit. Nous avons jusqu'à avril prochain pour indexer le barème et personne de non imposable deviendra imposable. Maintenant, comme ça suscite un sujet d'inquiétude, comme c'est instrumentalisé par des macronistes comme M. Labaronne pour essayer d'effrayer tout le monde alors même que ce n'est pas vrai. Nous proposons, avec la France Insoumise, avec le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, de sécuriser les choses et de rassurer tout le monde dès maintenant, dès demain, puisque c'est demain qu'a lieu l'examen en commission, et d'inclure un amendement dans ce projet de loi spécial permettant d'indexer le barème sur l'inflation. Alors, on nous dira, est-ce que c'est possible Le Conseil d'État a dit que ce n'est pas possible, vous n'avez pas le droit. Le Conseil d'État n'a pas rendu une décision. Le Conseil d'État a rendu un avis. Eh bien, nous ne sommes pas du même avis que le Conseil d'État. Nous considérons effectivement que lorsqu'il s'agit de permettre de lever l'impôt dans les mêmes conditions, eh bien, lever l'impôt, les mêmes impôts dans les mêmes conditions, c'est les lever sur les mêmes personnes qu'avant. Et c'est ce que dit l'amendement d'Éric Coquerel. J'espère qu'il pourra être adopté. J'espère que ceux qui nous regardent arrivent à suivre. C'est pas simple, mais on voulait éclaircir ce point. Vous ne saisirez pas le Conseil constitutionnel. Peu de chance que les macronistes le fassent aussi. Je vous donne la parole, Marc Vigneault, mais Benjamin Morel. On est dans une situation, en gros, pas de saisine, pas de censure. C'est ça, c'est-à-dire que, moi, je veux bien qu'on discute de manière péremptoire de ce que dirait, en tant que juriste, le Conseil constitutionnel, mais on n'en sait rien, on n'a pas de jurisprudence, on a en effet un avis du Conseil d'État, mais trois choses. D'abord, le Conseil d'État, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, et donc sans jurisprudence, aucune certitude. Deuxième élément, vous avez en la matière une situation qui fait que le Conseil constitutionnel ne sera pas saisi. Très probablement. Si le Par Conseil aucune des n'est pas forces saisi, politiques à l'Assemblée. alors peut-être, mais a priori pas de saisine, la censure apparaît relativement peu envisageable. Alors Ensuite, attendez, moi je veux élément. quand même préciser quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un quand même qui peut avant déclarer l'article irrecevable. oui, mais j'y viens, mais C'est Yael Braun-Pivet. mais là c'est une volonté politique. Et troisième élément quand même, je D'accord. termine, Vous allez merci. pouvoir le dire. Si jamais on s'était arrêté à ça en 1979, je rappelle qu'en 1979, les lois spéciales, elles n'existent pas. C'est une création ad hoc parce qu'on est embêté. Le Conseil vient de censurer le budget. Il faut bien trouver quelque chose. Si on s'était arrêté à ça, on aurait eu un shutdown en 80. Et donc, ce faisant, il faut aussi un peu de créativité juridique. Ensuite, en effet, il y a une possibilité de déclarer l'amendement irrecevable, mais ça, c'est un choix fait par la présidence de l'Assemblée. Donc là, encore une fois, on a quand même un manque de créativité juridique qui, aujourd'hui, borne tout ça. Marc Vigneault, je ne suis pas sûr que ce soit la sur meilleure ce point façon précis de d'avancer. l'amendement, on parle de choses qui quand même sont importantes en termes concrets. Il s'agit de payer ou pas l'impôt sur le revenu. Donc même si c'est technique, ça a des conséquences sur le portefeuille. Marc Vigneault. Effectivement, le Conseil constitutionnel pourrait faire évoluer, créer une jurisprudence, mais en l'état actuel des choses, le Conseil d'État, c'est quand même assez sérieux. Et donc, normalement, la présidente de l'Assemblée nationale, comme le président d'ailleurs de la Commission des finances, sont quand même censés suivre l'avis juridique. Ils font déjà de la politique. S'ils ne le font pas, on peut renvoyer. Les deux côtés de l'argument peuvent s'entendre. Si c'est faire de la politique pour Yael Braun-Pivet de bloquer ces articles, c'est aussi de faire de la politique de ne pas le bloquer. Donc, c'est à elle qu'il revient donc à la fin de la procédure, en tout cas, de façon neutre, elle a un rôle très important. Elle a d'un côté une pression, puisque évidemment pour les gens c'est mieux qu'on ne leur relève pas leur impôt sur le revenu, et en même temps elle est gardienne d'une certaine manière des institutions en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision trop rigide du droit non plus, et c'est le juriste qui parle. Prenez l'application de l'article 40, on a beaucoup discuté il y a un an de l'utilisation de l'article 40, les irrecevabilités sur les propositions de loi relatives à la réforme des retraites. Oui. Pendant des années, on a considéré que cet article 40, on ne l'utilisait jamais sur les propositions de loi, jusqu'à ce que le contexte politique... Parce qu'il crée une charge supplémentaire, jusqu'à ce qu'on change la jurisprudence. Et donc là, tout d'un coup, pour cette réforme des retraites, parce que le climat politique a changé,
on l'emploie sur les propositions de loi. Allez. C'est nouveau, c'est une nouvelle interprétation. Alors, si on trouve Donc, une il en va solution ainsi du consensus politique. sur le barème de l'impôt sur le revenu, peut-être qu'on peut en trouver d'autres solutions sur les perdants, les autres perdants de cette loi spéciale, comme les agriculteurs, vous en parliez, ou les futurs propriétaires. Tour d'horizon des perdants et des gagnants avec Elsa Mondingava. Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Quelques jours après la censure, l'heure du bilan. Parmi les gagnants de l'absence de budget, les retraités, les grandes entreprises et les foyers les plus aisés. Les pensions de retraite seront revalorisées de 2,2% au 1er janvier. C'est bien plus que ce qu'avait prévu le gouvernement. Les grandes entreprises échappent-elles à une taxation exceptionnelle ? Les foyers les plus riches devaient également être mis à contribution. Ils sont épargnés pour le moment. Côté perdants, les ménages, les agriculteurs et la Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, le barème de l'impôt sur le revenu n'est pas indexé sur l'inflation. Les agriculteurs aussi sont mécontents. Dans le budget, il y avait des mesures pour réduire le coût du travail des saisonniers ou encore baisser les taxes sur le gazole. Enfin, le gouvernement avait ajouté dans le budget une enveloppe pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces mesures devront être rediscutées dans un futur budget. Alors on commence avec les agriculteurs, Aurélien Lecoq, qui sont extrêmement en colère de voir ces mesures avantageuses leur passer sous le nez faute de budget. Qu'est-ce que vous leur répondez aux agriculteurs qui saccagent vos permanences avec parfois de la violence en ce moment? Je réponds aux agriculteurs qu'ils ont raison d'être en colère contre le gouvernement et contre les macronistes qui avaient la possibilité d'adopter un budget qui les aurait aidés. Oui, parce qu'il faut qu'on se souvienne de l'ensemble de l'histoire sur le budget. Ce qui s'est passé sur le budget, c'est qu'on nous a proposé un budget insupportable qui, pour les agriculteurs, coupait de près de 400 millions d'euros les crédits d'aide aux agriculteurs. Ah, nous avons amendé ce budget. Nous avions réussi à faire passer plus de 800 millions d'euros d'aide aux agriculteurs. Et ce sont bien les macronistes, main dans la main avec le Rassemblement national, qui se sont alliés pour faire tomber ce budget. La réalité, c'est qu'un autre budget a été possible, mais qu'Emmanuel Macron a voulu tenir à tout prix à son budget d'austérité qui s'en prenait à tout le monde, y compris aux agriculteurs, y compris aux ménages. Et je voudrais juste faire un petit ajout dans les gagnants et les perdants. Bon, on a bien compris, les ménages n'y sont pas perdants puisque la question de l'impôt sur le revenu est réglée. Les agriculteurs ne sont pas perdants non plus parce que d'une part, ils évitent des coupes budgétaires et que d'autre part, des aides pourront être mises en place de nouveau avec le prochain il y a quand même des pensions de retraite qui devaient être revalorisées pour les agriculteurs, des crédits fiscaux et sociaux. Il y a aussi d'autres gagnants, il y a les retraités, mais il y a toutes celles et ceux qui ne verront pas se faire dérembourser les médicaments ou le médecin. Il y a toutes celles et ceux qui vont avoir des profs dans leur classe parce que les 4000 postes de profs ne seront pas supprimés, la taxe sur l'électricité ne sera pas augmentée. C'est ça la réalité parce que ce débat, on l'a suivi sur LCP minute par minute, si j'ose dire, il a abouti à la censure du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Daniel Labaronne, ce que vous allez faire peut-être avec cet amendement Coquerel sur le barème de l'impôt sur le revenu, est-ce que vous pensez le faire pour les agriculteurs sur la loi spéciale? Ou est-ce que vous refusez d'ouvrir au fond cette boîte de Pandore? Non, mais la loi spéciale, elle est très délimitée dans son périmètre. Et pour les gens qui nous regardent, ça compte, ils se posent la question. Mais ce sont les conséquences de la censure. Voilà, la loi spéciale, elle est là pour éviter la paralysie du pays. Bon, et donc, elle est extrêmement limitée dans ses moyens d'action. Elle permet de lever l'impôt et elle permet de lever l'endettement. Point, c'est tout. Il n'y a aucune disposition d'ordre fiscal ou liée à des subventions. Donc pour tous les perdants, on renvoie au budget. Alors, moi, de janvier-février. On renvoie au budget. Par exemple, moi, un élu vient me voir en me disant est-ce que je vais avoir l'année prochaine des subventions pour la rénovation de mon école? Mais je lui dis je ne sais pas, on n'a pas adopté le budget. Une association, est-ce que je vais avoir des subventions dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative? Mais je ne sais pas, on n'a pas adopté de budget. Est-ce que je vais pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro si je veux acheter un appartement?
On ne sait pas, puisqu'on ne l'a pas adopté cette fois-ci, et c'était dans le budget qu'on avait prévu. Et si les mêmes qui nous disent qu'il n'y a pas de chaos, tout va bien, Madame la Marquise, ne votent pas ce dispositif. On a compris l'incertitude dans laquelle ça plonge beaucoup de Français. On est dans une situation d'incertitude totale. En revanche, la certitude, pardonnez-moi de reprendre la main, Monsieur Lecoq, c'est que Bernard Arnault et Vincent Bolloré vous disent merci. Oui. Eux ne seront pas taxés, surtaxés, ni leur groupe sur un impôt exceptionnel, ni leur grande fortune avec une surtaxe. Ça, vous le reconnaissez? Non, mais encore une fois, je voudrais que les responsabilités soient clairement établies. Le budget est arrivé à l'Assemblée nationale. C'était un budget uniquement fait pour permettre aux plus riches de continuer à s'en sortir, parce qu'on ne leur prenait rien par rapport à tout ce qu'on leur avait donné, et pour taper dans les poches des plus pauvres. C'est la réalité. Monsieur Labaronne nous parle là, par exemple, des collectivités territoriales. Je suis désolé, je ne vais pas pleurer avec vous sur l'argent qu'on ne donne pas aux collectivités territoriales, parce que dans votre budget, c'était 11 milliards que vous vouliez prendre aux collectivités territoriales. Donc là aussi... non, ça avait baissé, c'était 5 milliards et c'était réduit à 2. Non, lorsque vous prenez l'intégralité des mesures, c'est 11 milliards, c'est pas mes chiffres, c'est ceux de l'association. C'est ça le problème du débat avec vous. Attendez, laissez-moi terminer. Donc, près de 11 milliards pris aux collectivités territoriales. Où est-ce que vous le sortez, ces 11 milliards? Où est-ce que vous les sortez, ces 11 milliards? Je les sors de l'Association des maires de France et de celles et ceux qui ont accumulé l'ensemble des calculs. Et oui, parce qu'il n'y a pas que vous, voyez-vous, qui essayez de faire des calculs. Donc ça, par exemple, on l'a supprimé. Alors, et pour ce qui est de la chacun renverra contribution à l'AMF et au budget sur les collectivités. Moi, j'avais 5 milliards sur les collectivités. Après, il y avait peut-être autre chose dans le budget. Et quand on ajoute le reste... C'est passé, encore une fois. On essaye d'avancer. Sur la question des plus riches. Vous n'êtes pas crédible. Nous avions... Vous inquiétez pas, on sera bien plus vite que vous ne le pensez. Vous inventez des chiffres, vous dites il n'y a aucune conséquence de la censure. Messieurs, si vous parlez tous en même temps, on ne va pas y arriver. Est-ce qu'on peut terminer ou est-ce que la Macronie va continuer à bordéliser le plateau? Bon, alors je voudrais juste d'un mot terminer là-dessus. Vous avez l'habitude, vous, de parler énormément et de prendre beaucoup d'espace. Messieurs, terminez, parce que je voudrais qu'on parle des déficits. Parce qu'après, d'un républicain et un démocrate. Oui. Alors, plus que vous, je sais, parce que vous ne voulez pas entendre ce que je veux dire, peut-être. Faire payer les plus riches. On l'avait fait dans un budget qui devait rapporter 72 milliards d'euros à l'État. 72 milliards, c'est ce budget que vous avez rejeté. Maintenant, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. On a 500 familles qui, aujourd'hui, totalisent un patrimoine de 1228 milliards, qui a doublé depuis que M. Macron est là. Il faut effectivement qu'on les taxe, et ce sera notre objectif dans la prochaine loi de finances. Il y a deux sujets que je voudrais qu'on aborde dans les 5 minutes qui nous restent dans ce débat. C'est d'abord la possibilité ou pas d'arriver à un accord sur le budget de la France, début d'année 2025, 149.3. Vous suivez ces sujets très précisément. En l'état actuel des 3 blocs, est-ce que vous pensez que c'est encore possible ? Je pense que c'est extrêmement difficile à dire. Je pense que la situation actuelle fait qu'effectivement, les gens réalisent, les députés réalisent qu'il y a un vrai problème si on reste sur cette loi spéciale jusqu'à la fin de l'année. Je rappelle que si on reste sur la loi spéciale jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas assez d'argent pour payer les avancements de carrière des fonctionnaires. Donc ça va peut-être rappeler quelques personnes à la raison. Expliquez-nous ça précisément. Pardon ? Expliquez-nous ça précisément. Eh bien, chaque année, même si vous ne revalorisez pas le point d'indice des fonctionnaires, si le gouvernement ne le décide pas, il y a quand même une augmentation de la masse salariale que doivent payer l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales pour payer leurs fonctionnaires parce qu'ils ont des avancements de carrière automatiques au bout d'une certaine ancienneté. Et ils passent dans un autre grade et donc ils doivent être payés davantage. Et donc, avec les impôts de l'année dernière, il n'est pas possible d'assumer, ou alors avec des mesures de régulation extrêmement fortes, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette loi spéciale donne un pouvoir discrétionnaire au gouvernement qui est assez impressionnant pour exécuter les dépenses d'une manière qui est compatible avec l'exécution minimale pour maintenir l'exercice du service public. C'est à peu près la formule qui est utilisée. Et donc, en fait, assurer les services publics dans leur expression minimale, c'est un petit peu à l'appréciation du gouvernement, donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Et donc là, il y a un vrai problème, et donc si ce problème peut ramener les partis politiques à la raison et dire, dans une démocratie parlementaire où le Parlement a retrouvé du pouvoir, on essaie quand même de faire des compromis. Alors à l'instant, on apprend qu'Éric Coquerel, le président insoumis de la Commission des finances, propose, pour essayer de surmonter la question budgétaire à la rentrée, plusieurs propositions de loi thématique plutôt qu'un projet de loi, ou les deux, ce qui n'empêcherait pas peut-être un projet de loi gouvernemental.
budgétaire budgétaire. Si toutes ces difficultés que vous avez rencontrées tous dans l'Assemblée ne se reposent pas, c'est un peu un doux rêve. Vous savez bien que les problèmes, vous voulez moins d'impôts, ou en tout cas pas plus d'impôts, vous voulez plus d'impôts. Donc on est dans les mêmes impasses qu'hier. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui nous regardent? Qu'est-ce qui va se passer sur le budget? Est-ce que vous réclamez que le prochain Premier ministre, qui devrait être nommé dès demain, puisse le voter par 49.3? C'est la mère des batailles. Personne ne parviendrait à un accord sans passage en force. Est-ce que vous souhaitez ça? Je crois qu'il y a des députés responsables qui savent ce que c'est que l'intérêt général et qui ont conscience qu'il faut s'entendre. Et pour s'entendre, il faut faire des compromis. Voilà. Nous sommes très attachés à la baisse des impôts, parce que nous considérons que c'est un moyen de favoriser le travail, de favoriser l'engagement, l'activité économique. Bon, en face, nous avons des partisans de l'augmentation des impôts. Bon, ça, je crois que les Français l'ont bien compris. Il faut qu'on essaye de trouver un accord qui arrive à satisfaire les engagements politiques des uns et des autres. Mais moi, je pense que dans l'arc républicain, qui exclut le RN et la France insoumise, on peut y arriver. Y compris sur le budget. On voit bien le comportement de la France insoumise, représenté ici par mon collègue, qui est de dire un peu n'importe quoi en ce qui concerne les chiffres. Il nous reste peu de temps, c'est la fin du débat. C'est la fin du débat. Il n'y a pas de chaos. Allez, Benjamin Morel, Marc Vignaud pour terminer. Benjamin Morel, vous avez beaucoup parlé, monsieur Lecoq. C'est un vrai défi, si vous voulez. Quand on s'amuse à faire des comparaisons en sciences politiques et qu'on classe les groupes politiques entre opposition et majorité, il y a un point. Si vous votez le budget, vous êtes dans la majorité. Si jamais vous ne votez pas le budget, vous êtes dans l'opposition. Or là, sans majorité et sans 49 alinéa 3, c'est compliqué. Imaginez pourquoi la 4ème République, pourquoi est-ce qu'on crée le 49 alinéa 3 après la 4ème République? Justement parce que la plupart des premiers ministres ne tombent pas sur une motion de censure. Ils tombent sur leur budget. Regardez ce qui est arrivé à Olaf Scholz. Pas de budget, pas de gouvernement. Merci de et donc ce rappel. là, il y a un vrai risque, si entre guillemets on n'utilise pas le 49 alinéa 3, d'avoir toutes les peines du monde à se mettre d'accord sur un vrai texte. Enfin, le mot de la fin. Marc Vignaud, on n'a pas parlé des conséquences peut-être les plus graves sur les déficits. Ce qui me frappe dans tout ce débat, c'est que les gens semblent oublier qu'il y a un enjeu extrêmement important et extrêmement grave, c'est la réduction du déficit public qui est impérative à partir de maintenant sur plusieurs années. Il faut l'étaler pour que la dette cesse d'augmenter, parce qu'on n'est plus dans une phase de crise aiguë. Et donc là, au niveau de déficit qu'on a atteint, et la loi spéciale pourrait le faire maintenir au niveau qu'on a atteint fin 2024, un niveau extrêmement important. Il faut réduire ce déficit aux environs de 3% pour stabiliser la dette publique. Donc il va bien falloir, je crois que tous les partis politiques sont d'accord pour dire qu'ils ne veulent pas que la dette publique ne puisse plus être financée sur les marchés financiers, que ça soit par les augmentations d'impôts ou par les réductions de dépenses. Il va falloir réduire ce déficit. Et sinon, c'est de l'ordre de la crise à la crise. 150 milliards dans les 5 à 7 ans. Personne ne réalise les efforts qu'il va falloir faire pour arriver à cette somme. Et c'est pour ça qu'on vous invite régulièrement pour faire passer ce message de vérité. Marc Vignaud, merci à vous. Merci d'être venu débattre en direct sur LCP. Et bonsoir, Philippe Brun. Bonsoir. Vous êtes mon invité franc-parler ce soir pour évoquer donc cet accord de non-censure qui fait son chemin à droite comme à gauche pour sortir de la crise politique. C'est vous qui en avez eu l'idée. Vous l'aviez même déjà formalisé l'été dernier. Pourquoi? Comment? On en parle juste après l'invitation de Maïté Frémont. Si on vous invite, Philippe Brun, c'est parce que vous avez été le premier à parler d'accord de non-censure, et ce, dès cet été. Nous voilà donc 4 mois après votre proposition, et l'idée a fait son chemin. Réunion inédite hier à l'Élysée. Autour d'Emmanuel Macron, tous les partis ou presque pour écrire la suite politique. À la sortie, on croit d'abord deviner qu'au sein de votre groupe, le Parti socialiste, les lignes bougent. Nous avons resuggéré le fait qu'il y ait un échange du bon procédé, que le gouvernement renonce au 49.3 et donc renonce à tout passage en force, et en échange de quoi les oppositions renonceraient à une motion de censure. Alors Philippe Brun, votre idée de non-censure semble plutôt bien engagée, mais voilà, cela aurait été un peu trop simple. Toute la difficulté sera de mettre en place un programme consensuel à minima, difficile quand on voit les discussions qui ont eu lieu sur le budget, et puis le choix d'un Premier ministre aussi compliqué.
Donc je dis que le jeu n'est pas bloqué, mais qu'il faut choisir quelqu'un qui soit issu de la gauche et des écologistes et qui s'engage à mettre en œuvre les chantiers du Front populaire, avec derrière l'obligation pour celui ou celle-là d'aller chercher des compromis au Parlement. Alors, mission vraiment possible, ce projet de non-censure Philippe Brun? Vous, le député socialiste de l'heure, prêt à bousculer le NFP et un PS que vous jugez pas assez proche des classes populaires, trop déconnecté de la réalité. Pour rassembler ces Français qui n'ont, comme vous le dites, que leur travail pour vivre, vous lancez votre propre mouvement transpartisan. À vous la parole. Et bienvenue sur ce plateau, Philippe Brun. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, comment vous est venue précisément cette idée fin août d'un accord de non-censure? Vous en aviez même fait une tribune dans Le Monde, un accord pour gouverner sans 49.3 et pour ne plus dépendre du Rassemblement national. Alors que, je le précise, ce soir, nous apprenons qu'un sondage Elabe pour nos confrères de BFM TV plébiscite cet accord de non-censure à 69% des Français. C'est une situation assez simple. Cet été, on voyait bien qu'il y avait une majorité pour personne. Et quand on prolongeait les projections, on voyait bien que ça allait tomber sur le budget. Parce qu'à la fin, Benjamin Morel le disait tout à l'heure sur votre plateau, quand on vote un budget, c'est qu'on est dans la majorité. Quand on ne le vote pas, c'est qu'on est dans l'opposition. Et quand on vote un gouvernement où il y a plus de gens dans l'opposition que dans la majorité, le gouvernement, il tombe à la fin. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit dans cette tribune du Monde, si on ne souhaite pas faire de coalition, c'est-à-dire être tous ensemble dans le gouvernement, droite et gauche confondus, ce qui est compliqué, eh bien, il faut laisser un camp gouverner contre la non-censure de l'autre, et celui qui ne gouverne pas, finalement, obtient des concessions en l'échange de sa non-censure. C'est une forme de coalition à la française. Pas de censure, pas de 49.3. C'est ça les concessions réciproques. Non, moi je pense qu'il faut un 49.3 sur le budget. Pourquoi ? Parce que c'est impossible d'avoir une discussion budgétaire sans 49.3, compte tenu de l'éclatement des différents groupes. On l'a bien vu d'ailleurs en première lecture. Moi j'étais content, on n'a pas eu de 49.3 sur le budget en première lecture. Attendez, alors ce que vous nous dites là, Philippe Brun, c'est qu'en gros, il y a cet accord de non-censure qui a été largement discuté sur la méthode à l'Élysée. D'ailleurs, il fait assez consensus, de la gauche sans LFI à la droite sans le RN, mais que ça pourrait être le début d'un travail sur une plateforme législative, mais hors budget. Là, le budget, il faudrait quand même un 49.3. Alors justement, l'accord de non-censure, il sert à se mettre d'accord sur le budget. C'est-à-dire, je renonce à censurer le gouvernement sur le budget, contre, je ne sais pas, quand on est de gauche, une taxation sur le patrimoine, la préservation de budget pour les services publics et l'éducation, un investissement dans la transition écologique. C'est ça le sens de l'accord de non-censure. Et à l'inverse, si nous sommes, nous, la gauche aux responsabilités, ce que nous souhaitons, alors l'accord de non-censure, ce sera avec le bloc central pour dire il faut de la crédibilité budgétaire, on s'entend sur une trajectoire de réduction des déficits, on en a besoin, peut-être qu'un certain nombre de hausses d'impôts que nous proposions, nous, il faudra peut-être les revoir, bref, une discussion qui permet de la stabilité du pays. On a majorité pour personne et en même temps, il y a peu de volonté d'être tous dans le même gouvernement, parce que ça paraîtrait un peu factice. Il vaut mieux laisser l'un des deux camps gouverner, l'autre renonce à gouverner, et renonce à censurer de la même manière, mais contre un certain nombre de propositions qui doivent être prises. Olivier Faure, votre président de groupe, défend seulement aujourd'hui cette idée, et pourtant, on est 4 mois plus tard avant sa formalisation. Il a été très dur à convaincre ? Écoutez, je crois qu'il y a eu plusieurs phases. Au lendemain des élections législatives, il y a eu 2 analyses différentes de ce qui se passait. Il y avait une partie de l'hémicycle qui pensait que c'était la gauche qui avait gagné, qu'il fallait à tout prix demander un Premier ministre de gauche qui applique tout le programme du NFP. Moi, je n'avais pas tout à fait le même sentiment. Moi, je suis dans une région qui est totalement dominée par le Rassemblement national. J'ai eu le plaisir de battre le Rassemblement national en faisant un meilleur score encore qu'en 2022. Mais j'ai vu à quel point le pays était fracturé. Que nous avions grâce vécu, au Front républicain. Grâce au Front républicain. Et j'ai vu à quel point le pays était fracturé, à quel point les gens nous demandaient d'essayer de nous entendre pour essayer de débloquer les choses. Et donc, je crois que notre camp, la gauche, a mis du temps à évoluer. Mais ce que je constate, c'est que nous ne sommes pas isolés. Les écologistes, les communistes nous suivent aujourd'hui dans cette idée d'un accord de non-censure. Et c'est une bonne nouvelle. Manifestement, il y a une réunion du groupe socialiste avant de décider la position des 66 députés sur la censure de Michel Barnier. Vous avez discuté de ça déjà, de la non-censure avant la censure ? Oui, c'est-à-dire que la condition que nous avons mise pour voter la censure,
C'était de dire on ne va pas lancer une pièce en l'air et attendre de voir comment ça va retomber. On vote la censure en proposant un chemin pour les Français. Nous disons ce budget de la sécurité sociale, nous ne sommes pas d'accord. Il y a eu l'emploi d'un 49.3 et on ne nous a pas entendus. Donc nous censurons Michel Barnier et nous proposons une nouvelle méthode. Bon, donc vous rompez avec les Insoumis, disons-le très franchement. Écoutez, en tout cas, il y a une divergence stratégique assez majeure. Il y a d'un côté les socialistes, écologistes, communistes qui disent qu'il faut aujourd'hui trouver la voie d'un gouvernement qui ne tombe pas toutes les 3 semaines, parce que c'est quoi la vérité ? C'est qu'un gouvernement qui tombe tous les 3 semaines, c'est des problèmes importants sur les marchés financiers, des problèmes pour les gens qui ne savent pas ce qui va se passer, les entreprises qui ne savent pas si elles peuvent investir ou pas investir, quel est le niveau de fiscalité. Et c'est finalement le plus sûr moyen de la victoire de l'extrême droite dans les prochaines élections. Emmanuel Macron devrait nommer d'ici demain un nouveau Premier ministre. Dans cette liste-là, on va la voir s'afficher à l'écran. Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, François Bayrou, mais il y a aussi Sébastien Lecornu et Catherine Vautrin. Vous souhaitez que ce soit Bernard Cazeneuve ? En tout cas, parmi cette liste, effectivement, nous souhaitons... Ce sont les noms qui reviennent. Nous souhaitons, nous les socialistes, que ce soit un Premier ministre qui partage les valeurs de la gauche. Vous souhaitez que ce soit Bernard Cazeneuve ? Moi, je souhaite que ce soit Bernard Cazeneuve. Il a l'air d'avoir une cote un peu remontée ce soir. Est-ce que vous nous le confirmez ? Écoutez, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je constate que les journalistes disent ça. Moi, je n'ai aucune information à vous donner sur ce sujet. Est-ce que Bernard Cazeneuve serait prêt, par exemple, à défendre le gel de la réforme des retraites, à défaut de l'abrogation? C'est ce que les socialistes proposent. Est-ce que l'ancien Premier ministre de François Hollande est prêt à le faire? Imaginons que Bernard Cazeneuve ou un autre soit nommé. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller le voir avec nos présidents de groupe, Boris Vallaud, Patrick Kanner, Olivier Faure, pour négocier avec lui un accord. Et parmi nos revendications, il y a une avancée sur la question des retraites. Qu'est-ce qui est particulièrement injuste, le plus injuste dans cette réforme des retraites? C'est le passage de 62 à 64 pour les gens qui ont commencé à travailler tôt et qui cotisent 2 années de plus alors qu'ils ont déjà leur trimestre et qui peuvent partir à la retraite normalement à taux plein. Donc notre travail, ça va être d'essayer de travailler sur la question du passage de 62 à 64. Mais dans l'ampleur de nos déficits, un Bernard Cazeneuve serait prêt à dire « Ok, on suspend pendant jusqu'à la présidentielle cette réforme ». Écoutez, il faut en discuter. Je rappelle que cela, ça ne coûte que 4,5 milliards, d'accord, et que la dissolution du président de la République, ça a fait augmenter les taux d'intérêt. On est passé de 50 à 70 milliards de charges de la dette. Donc moi, je dis, il y a des économies à faire sur d'autres endroits. Il faut qu'il y ait ce geste pour respecter aussi le vote des Français. Quand vous regardez dans l'hémicycle, il y a 70% de l'hémicycle qui est défavorable à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. On l'a vu aussi dans la rue avec des millions de Français qui ont défilé pendant plusieurs mois. Pour revoir la liste des premiers ministres, pour bien comprendre la démarche, l'accord de non-censure, vous dites, quel que soit le nom qui sera choisi par Emmanuel Macron demain, vous vous engagez à ne pas le censurer s'il ne gouverne pas par 49.3. Racontez-nous cette méthode, parce que ça n'est pas forcément Bernard Cazeneuve. Vous pensez d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est capable de nommer Bernard Cazeneuve, franchement, un Premier ministre de gauche ? Moi, je ne suis pas expert en psychologie du président de la République, donc je ne peux rien vous dire. Mais si c'était un autre, il faudrait le même accord de non-censure ? Dans accord de non-censure, il y a non-censure, il y a aussi accord. Et l'accord, ce sont des concessions réciproques. Donc, il n'y a pas que... il faut discuter point par point de l'ensemble des sujets. Alors, justement. Et je rappelle que les socialistes ne sont pas seuls. Parce que si seuls les socialistes signent un accord de non-censure avec un Premier ministre ça ne fait pas une majorité. Ça ne fait pas une majorité. Donc, il faut que les écologistes et les communistes, à minima, nous suivent. Et donc, les concessions devront être importantes pour préserver la stabilité du pays. Vous avez parlé des dialogues de lacets dans un article que j'ai pu lire aujourd'hui dans Libération. Vous expliquez que vous souhaitez que l'un de ceux-là, qui sera nommé ou pas, peut-être qu'il y aura une surprise, peut-être un Jean Castex, je ne sais pas du tout. On a mis ces noms, mais ça pourrait être encore quelqu'un d'autre. Le futur Premier ministre, qu'on connaîtra donc sans doute demain, devrait, selon votre méthode, réunir à huis clos l'ensemble des chefs de groupe à l'Assemblée pendant quoi, 2-3 semaines, et non pas à l'Élysée. Ça doit se faire à l'hôtel de Lacet, c'est ça? Oui, à l'Assemblée. Ça doit se faire à l'Assemblée. Je pense qu'aujourd'hui, il faut redonner une centralité au Parlement. La méthode que je propose, c'est qu'on s'enferme là pendant 1 semaine, 2 semaines sur le budget. Il faut qu'on arrive à adopter un budget très très vite. Et à la loi spéciale, vous en avez débattu sur votre plateau, il faut qu'on ait un budget, si possible, avant la fin de l'année, ou en tout cas un mini-budget qui nous permettent de lever les impôts qui ont été prévus, notamment sur les très grandes entreprises et sur les très hauts revenus. Ça, c'est pas du tout le chemin qu'on prend, puisque le président de la République a décidé que ce serait la loi spéciale. C'est lui qui l'a déjà présenté en Conseil des ministres. Donc, on ne va pas mettre des impôts nouveaux sur les grandes fortunes. Là, tout de suite, c'est pour janvier. Un chemin est encore possible. Vous savez que normalement, on devait débattre la semaine prochaine
la semaine prochaine de la première partie du projet de loi de finances définitivement. Donc le calendrier permettrait encore, si quelqu'un était nommé demain, d'engager un dialogue budgétaire. En tout cas, il y a cette option qui est sur la table. Moi, je crois que c'est mieux que la loi spéciale parce qu'on va avoir de très gros problèmes d'exécution entre les deux. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on trouve un accord très rapidement sur le budget pour adopter un budget d'ici la fin janvier. Il faut le faire et il faut se mettre à travailler maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne va probablement pas avoir de vacances d'hiver. Entre Noël et le jour de l'an, il faudra être ici à l'Assemblée nationale pour discuter et trouver un accord. D'accord, donc pas de vacances à Noël, 2-3 semaines de discussion et on met les sujets qui fâchent dans la balance de cette coalition à la française, je mets des guillemets, où on dit simplement on va parler logement, on va parler santé, ça fâche pas, mais on met les retraites et l'immigration à part. Comment vous voyez cette méthode ? Il faut voir sur quoi on parle. La question de l'immigration, c'est un vrai sujet. On a voté une loi il y a 1 an. Est-ce qu'il y a besoin de faire une nouvelle loi ? Il y a aujourd'hui 130 000 au QTF qui sont prononcés chaque année. On n'en exécute que très peu. Peut-être qu'il faudrait d'abord exécuter la loi avant de faire une nouvelle loi. Sur la question des retraites, je crois que c'est un point dur pour nous. Il y a une injustice dans cette réforme. La question financière, on est prêt à ouvrir une conférence de financement. Et je rappelle, les enjeux ne sont pas immenses. Sur une dette de 3 000 milliards, on a 4,5 juste pour rétablir de la justice. Et pensons d'ailleurs que nous pouvons la compenser par des économies sur d'autres postes. Bref, tout cela, il faut en discuter. Et je crois que non, il ne faut pas mettre les sujets qui fâchent de côté. Mais ça reste difficile, vous en convenez ? Évidemment que c'est difficile, mais le vote des Français a amené cela. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas souhaité, je n'ai pas été élu pour négocier avec les macronistes. Ce n'est pas ça le mandat que m'ont donné les gens. Seulement, il y a une situation où il faut qu'on trouve une solution. Dernière question très rapidement. Emmanuel Macron serait prêt à, dit-il, renoncer à dissoudre jusqu'en 2027 pour garantir la stabilité. Ça n'est pas une promesse, mais il pourrait s'y engager pour favoriser justement ce dialogue entre les forces politiques. Vous lui dites quoi ? Chiche ? Bonne idée ? En tout cas, je pense que ça simplifie les choses. C'est que si chacun prépare l'élection qui a lieu dans 3 mois, évidemment, personne ne va prendre de décisions difficiles, servir l'intérêt du pays. On servira les intérêts partisans. Donc il faut se mettre dans la perspective, effectivement, qu'il n'y aura pas une élection dans 3 semaines, qu'il faut qu'on ait du temps un peu pour échanger, discuter et contribuer à l'avenir du pays. Bon courage, j'ai envie de vous dire. Vous restez avec moi, Philippe Brun, parce que pour la dernière partie de l'émission, on va parler de Marine Le Pen, qui n'en finit pas de se frotter les mains depuis la censure. Il y a un sondage qui va vous faire réagir et qui nous a inspiré cette question qui fâche, signée ce soir de Clément Perrault. Notre question qui fâche se penche aujourd'hui sur le Rassemblement national. La semaine dernière, Marine Le Pen a tranché dans le vif en choisissant de censurer le gouvernement de Michel Barnier. La politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. Quelques jours après cette décision, des signaux négatifs surgissent. Défaite surprise du candidat RN à une élection législative partielle dans les Ardennes, dégradation des permanences de plusieurs élus par des agriculteurs mécontents. Sur le terrain politique aussi, les conséquences se font sentir. Au centre du jeu depuis plusieurs mois, le RN semble retourner d'où il venait, aux marges du système. Hier, il était avec la France Insoumise le seul parti à ne pas être convié à l'Élysée. À la sortie, les participants s'accordaient sur un point, le RN ne doit pas revenir au premier plan. Personne autour de la table ne voulait être dans la dépendance du Rassemblement national. Éviter que ce soit les semeurs de chaos qui mettent et qui fassent tomber des gouvernements tous les 3 mois. Mais Marine Le Pen estime au contraire que cette mise à l'écart pourrait lui profiter. Emmanuel Macron nous donne en quelque sorte la médaille de l'opposition. Je l'en remercie en ne nous invitant pas. Et on verra bien si tout ce beau monde, ce parti unique, arrive à se mettre d'accord. Le premier sondage réalisé après la censure semble lui donner raison. Marine Le Pen reste largement en tête des intentions de vote pour la présidentielle, 36 à 38% au premier tour, 2 points de plus qu'en septembre. Alors voici notre question qui fâche. Marine Le Pen est-elle la grande gagnante de la censure ? Et pour y répondre, ce soir, les infos coulisses d'Elsa Mondingava, bonsoir. Fine lame politique de la chaîne parlementaire et le spécialiste de l'opinion, Stuart Shaw, bonsoir. Bonsoir. Directeur d'études de l'Institut de sondage Verian. On commence avec ce sondage, c'est pas Verian, mais c'est vos collègues de l'IFOP dont tout le monde parle aujourd'hui. 36 à 38% d'intention de vote au premier tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen, c'est énorme. Ça veut dire quoi, franchement ? Ça veut dire qu'elle avait fait le bon choix ? Les Français ne lui tiennent pas rigueur de la censure ?
Je pense que ça recontextualise un petit peu la manière dont les Français appréhendent la censure. Je pense qu'il y a non pas un non-événement, je pense que c'est un événement qui a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les Français, mais je pense que ça n'a pas été forcément un tournant pour les Français. Dans une certaine manière, on voit que l'opinion s'est stabilisée sur le Rassemblement national. On publiait, nous, des chiffres, là aussi, juste avant la censure, qui montraient déjà une évolution très favorable en termes d'image, de crédibilité du Rassemblement national. Je vous donne 2 chiffres. Le premier, pour la première fois depuis 1984, le lancement de notre baromètre sur le RN, on avait une majorité de Français qui considéraient que le RN ne constituait plus un danger pour la démocratie. C'était le premier chiffre. Et le deuxième chiffre, c'est qu'on n'a jamais eu autant de Français qui adhéraient à la fois au constat et aux solutions portées par le Rassemblement national. Ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres de mes confrères de l'IFOP montrent finalement que la censure n'a pas vraiment fragilisé le pacte électoral, le socle électoral. Est-ce qu'elle l'a renforcé de Marine Le Pen? Et il faudra voir et attendre pour essayer de comprendre si ou pas ça l'a fragilisé. Moi, il y a... Ça l'a renforcé. Ça l'a renforcé. Il y a 2 éléments qui m'interrogent. Le premier, c'est que dans un sondage que nous avons réalisé, quand on demande aux Français quel est le parti d'opposition à Emmanuel Macron, on voit que le NFP a commencé à surpasser de très peu le Rassemblement national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, soit effectivement que le NFP est beaucoup plus offensif dans sa manière de s'opposer, soit ça veut dire aussi que les Français ont le sentiment qu'il y a de plus en plus de concessions qui sont faites par le gouvernement au Rassemblement national, et par conséquent qu'on ne pourrait pas donner la médaille d'or d'opposition au Rassemblement national. Ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'elle ne perd pas, ça c'est clair, mais il faut attendre encore pour savoir si c'est la grande gagnante de la censure. Elsa Mondingaba, vous avez pu recueillir quelques confidences de Marine Le Pen hier. Elle dit très clairement merci à Emmanuel Macron après la censure. Merci de me mettre dans la position de seule contre tous. Oui, déjà, elle assume son choix, elle ne le regrette pas et beaucoup de députés du Rassemblement national ont partagé en masse ce premier sondage qui semble en tout cas dire que pour l'instant, il n'y a pas de condamnation de son socle électoral. Et elle explique, et ça, il y a eu aussi, c'est intéressant, une petite division sur la ligne. On a eu Jordan Bardella qui considérait que c'était un manque de respect. Elle dit, mais heureusement qu'Emmanuel Macron ne m'a pas invité. De toute façon, je n'ai rien à faire autour de cette table où il n'y a que des gens qui sont là pour discuter de postes, etc. Donc elle dit, en fait, par cela, il me donne finalement la médaille de la première opposante, l'opposante en chef. Rappelons qu'LFI a été invitée, même s'ils ont refusé de venir. Et justement, là-dessus, je pense qu'elle a bien senti qu'il fallait qu'elle regagne cette première place d'opposante. Et pour elle, la censure, ça l'a montré par un acte fort en disant « je ne suis pas dans le soutien au gouvernement ». Et là, de fait de ne pas être autour de cette grande table avec tous ces dirigeants, ça la replace comme principale opposante à Emmanuel Macron. Et en même temps, avant, elle avait une place de choix également. Être l'arbitre, être celle dont dépendait le sort du gouvernement, c'était très très enviable, puisqu'elle montrait qu'elle était au centre du jeu. Il y a aussi un coût à perdre cette place-là, non ? Il y a un coût, et puis on le disait tout à l'heure, sur le fait qu'elle ait peut-être perdu cette pole position sur l'opposition. Vous avez raison de signaler que là, elle laisser en tout cas de regagner cette première place, d'être la première opposante à Emmanuel Macron, ce qui lui permettrait de consolider son socle électoral. Par contre, moi je vois un deuxième écueil, c'est finalement, oui, on voit les sondages, c'est du premier tour. Quelle est la capacité à Marine Le Pen aujourd'hui d'élargir son socle électoral? Parce que le plafond de verre de Marine Le Pen... À 36-38, ça fait quand même une sacrée dynamique pour le deuxième tour. Absolument, mais pour le deuxième tour... Même François Mitterrand, je crois que n'avait pas fait autant. Je parle sous votre contrôle. Premier tour, 36-38. Il fait plus en 1974 et il perd au deuxième tour. Il faut remonter très très loin. Mais en tout cas, c'est énorme comme socle du premier tour. Donc elle est déjà dans l'élargissement, là, non ? Alors, elle est dans la consolidation d'un socle qui, effectivement, commence à prendre et à grappiller, je dirais, dans des catégories qui étaient historiquement plutôt hermétiques. Je parle notamment, par exemple, des retraités. Elle fait le plein dans le salarial, plein chez le ouvrier, etc. Par contre, là où il y a une question qui se pose, et la censure peut être un élément, là, pour le coup, de fracture, c'est sur cet électorat qui reste quand même un électorat LR modéré, pour qui la censure n'était pas du tout enviable. Et il n'y avait pas d'aspiration du tout de l'électorat LR, qui n'a pas basculé encore au Rassemblement national, sur cette censure. Donc, il y a encore un plafond de verre. Exactement. Même très haute au premier tour, elle aura du mal à, en tout cas, à élargir davantage. Pour effectivement gagner une potentielle éventuelle présidentielle, il va falloir élargir, et l'électorat LR n'est pas forcément celui qui est très attentif et en aspiration à ce qui se passe actuellement. Il y a des mécontents dans son électorat, je pense aux agriculteurs. Alors,
Elle, pour l'instant, est persuadée que ce qu'on a vu sur des permanences qui avaient été murées, tout ça est un peu orchestré par les syndicats agricoles, la FNSEA notamment, et ne pense pas que la base pense exactement là-dessus. Même si, effectivement, je pense qu'ils ont surveillé très attentivement cette question parce que ça fait partie de leur électorat. Ils parlent beaucoup d'agriculture, de leur opposition au Mercosur notamment. Maintenant, l'étape de la censure étant passée, c'est comment la page après à l'Assemblée va s'écrire. Vous l'aviez dit, Marine Le Pen, depuis le début, elle a les clés, elle place le gouvernement sous surveillance, elle négocie, c'est elle qui prend la décision finale. Si les socialistes, Philippe Brun et peut-être les écologistes ou d'autres font un pacte de non-censure, elle n'a plus les clés. Il va falloir qu'elle se réinvente un rôle. Elle n'aura pas les clés de dire « moi, si je vote la censure, ça y est, vous tombez ». Donc, c'est une position qui peut la mettre en difficulté. Elle dit ne pas croire à ce pacte de non-censure. N'empêche que s'il existe, les voix du Rassemblement national sont beaucoup plus démonétisées s'il y aura une censure. Et est-ce qu'après ça... Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, elle ne s'interdit pas de censurer à nouveau, même si ça ne sert à rien. Elle ne s'interdit rien, mais je pense que la censure, quand on a censuré une fois, et on a vu quand même qu'il a fallu au Rassemblement national un chemin pour y arriver, on ne va pas censurer toutes les 4 matins. C'est un acte grave, il faut une opportunité politique. Donc là, maintenant, elle a écrit son premier récit et on a le sentiment qu'elle en sort peut-être un peu renforcée. Maintenant, quelle place va-t-elle avoir? Comment va-t-elle être perçue comme l'éternelle opposante qui finalement critique et ne participe jamais? C'est aussi ce rôle qu'elle doit réinventer. Je vous donne la parole dans un instant, Philippe Brun, parce que ça m'intéresse de vous avoir en conclusion de ce ping-pong. La censure, c'est un fusil à un coup. C'est un fusil à un coup. Marine Le Pen ? Oui, effectivement. Et puis le fait que si jamais il y a un gouvernement avec un pacte de non-censure, ça la repositionnerait dans un argumentaire, dans une sémantique anti-système. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui gouvernent sans nous. Et donc, ça la remettrait dans cette posture-là, qui est peut-être aussi un petit peu contre-productive par rapport à cette théorie de la respectabilité qu'elle a essayé, en tout cas, qu'elle a réussi finalement à mettre en place depuis un certain temps, depuis 2022, très justement. Donc là, le fait d'être replacé du côté de l'opposition avec un argumentaire qui va être certainement, je pense, un argumentaire anti-système, ça peut aussi lui faire perdre des points. Philippe Brun, votre intime conviction, vous êtes acteur politique, mais vous êtes aussi observateur. Elle gagne des points quand même. Hein. Ce sondage, il est particulièrement spectaculaire ou pas? Vous savez, moi j'ai une conviction, c'est que le Rassemblement national, c'est un peu la mauvaise herbe de la politique. Ça pousse sur les terrains qu'on laisse en jachère. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez 6 mois de bazar à l'Assemblée nationale, un gouvernement qui tombe, on a essayé de faire un budget 149.3, on adopte des amendements, et puis à la fin, les macronistes ont voté contre avec le RN. Bref, on a un sentiment de grand bazar. Et naturellement, elle prospère là-dessus. Alors la tâche du prochain gouvernement, ça va être de réussir, comme jamais aucun autre gouvernement avant. Et si ce gouvernement ne réussit pas, alors elle aura gagné. Et donc on a une immense responsabilité. Et c'est très difficile ce qu'on est en train de faire là, les accords de non-censure, essayer de s'ouvrir à des gens qui sont nos adversaires. C'est terriblement difficile. Mais on le fait parce qu'il y a l'extrême droite en face. On le fait parce qu'on sait que c'est l'intérêt du pays, qu'il y a l'effondrement démocratique, l'effondrement économique avec les désindustrialisations qu'on est en train de vivre. Bref, tout ça, il faut l'avoir en tête. Et donc on aura un seul devoir, si c'est nous ou si c'est le nouveau gouvernement, c'est de réussir. Merci. Et bon courage. On s'arrête ici. Merci. On comprend tous qu'elle ne perd pas. C'est un peu tôt pour savoir si vraiment elle gagne. Merci à vous d'être venu sur le plateau d'LCP, Philippe Brun. Et bon courage pour ces dialogues de lacets. On attend tous évidemment la nomination du futur Premier ministre, sans doute demain. LCP y reviendra en longueur, bien sûr. Émission spéciale, sans doute. Très belle soirée. À demain.